Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous être fidèles pour ce rendez-vous de l'actualité sur Antenne A. Durant 3 jours, Washington a été la capitale de l'Afrique. Le sommet États-Unis-Afrique se clôture ce mercredi dans la capitale américaine, Washington. Bien entendu, pour cette 3e et dernière journée, les chefs d'État réfléchissent sur comment promouvoir la jeunesse dans l'entrepreneuriat en Afrique et comment sécuriser les continents africains et y consolider la paix. Plus de détails dans ces commentaires dans Nomad. Résoudre la crise qui prévaut en RDC. Le conflit dans l'est du pays a été au cœur du tête-à-tête entre le secrétaire d'État américain John Kerry et Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Les deux personnalités se sont rencontrées ce lundi à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique à Washington et passé en revue la crise qui secoue l'est du pays. La question du désarmement et de la réinsertion des troupes armées dans la région ont été largement abordées. FDLR and the problems of the M23 group, which with his military effort and MONUSCO, they were able to help disarm. That process is continuing, and it is a process that will help bring peace and stability ultimately to the region. Sur le terrain, la situation semble ne pas avancer au regard des observateurs. Ces derniers mois, près de 200 combattants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda se sont rendus au nord et au sud Kivu pour rejoindre le programme de désarmement et de rapatriement volontaire. Mais selon le dernier rapport intérimaire du groupe d'experts des Nations Unies, ce groupe armé continue de recruter de nouveaux membres. Mais le président congolais rassure. Since we met, I believe, 1-2 months ago, the situation has continued to evolve and move forward in the right direction, and that now the Congo is breathing the air of peace, and that we're moving towards stability and long-term stability in all sectors, not only security but also economic development and the development of as a whole. La sécurité fait partie des objectifs du sommet USA-Afrique. Même si les États-Unis n'apparaissent pas directement menacés par les groupes armés opérant en Afrique, ils s'engagent tout de même lors de ce sommet à renforcer la coopération au niveau sécuritaire en modifiant l'image de l'Afrique, perçue comme ravagée par la guerre et où l'essentiel des liens se limite à de l'aide. Voilà, ce sont là les images de nos confrères de Afrique 24. Médiatisé à outrance, le sommet de Washington est aussi les lieux par excellence de petites phrases, au nombre desquelles celle de Ross Feingold, l'envoyé spécial de Barack Obama, a déclaré qu'il est grand temps qu'on oppose la coercition au FDLR qui sévissent jusque-là en République démocratique du Congo. Au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenu ce mercredi à Kinshasa, Charles Bambara, porte-parole civil de la mission onusienne, a quant à lui affirmé qu'il faut attendre le délai de 6 mois accordé au FDLR au sommet de la CIRGL SADC à Luanda pour préconiser une option militaire. Il est au micro de Sylvie Fortuné-Mboula et Mathieu Ngadipovi. Le processus avait été déjà enclenché par la MONUSCO aux côtés des FRDC. Vous savez qu'à la dernière réunion de la SADC et de la CIRGL, il a été décidé d'observer une période de 6 mois pendant laquelle on devrait encourager donc les FDLR à se rendre pacifiquement dans les camps DDR que nous avons à la fois au sud Kivu et au nord Kivu. Et je crois que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, comme on dit en termes journalistiques. À la fois la SADC, la CIRGL, l'ambassadeur Ross Feingold, la MONUSCO, nous sommes tous sur la même longueur d'onde en ce sens qu'on se dit qu'après ce délai de 6 mois, si rien n'est fait, l'option militaire qui est toujours restée sur la table va être activée. Et ce message a été passé très clairement au niveau des FDLR. Tout processus au début est difficile. Nous pensons qu'à un moment donné, il y aura une vitesse de croisière dans ce processus de reddition des FDLR dans les différents camps de DDR que nous avons. Et nous restons sereins, car nous avons une fois de plus cette fenêtre de 6 mois.
Nous comptons l'observer car les membres de la SADC ont aussi des troupes contributeurs au sein de la MONUSCO. N'oubliez pas que les Sud-Africains qui sont membres de la SADC, les Tanzaniens, les Malawites, sont aussi des troupes contributeurs. Donc nous allons respecter ce délai de 6 mois, mais après, l'option militaire pourrait être activée si rien n'est fait. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, Roi Senghol serait allé plus loin que ne lui permettaient ses compétences, a déclaré Lambert Mende sur une radio internationale. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, est assigné à résidence surveillée. La procédure de flagrance a-t-elle été respectée? Le général-major Gabriel Amissi a été blanchi par le Conseil supérieur de la défense, la MONUSCO et les BCNUDH déplorent qu'aucune enquête judiciaire n'ait été ouverte à l'encontre de celui qu'on appelle Stangofor et l'insécurité à Lubero. Voilà autant de questions qui étaient à l'ordre du jour du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO que vous rendent Sylvie Fortuné-Mboula et Mathieu Ngadipovi. Selon la MONUSCO, le rebelle FDLR constitue toujours une source d'insécurité dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, malgré les processus de désarmement volontaire en cours. Nous avons pris cette menace en compte et avons décidé de mettre un terme de manière définitive à justement toutes ces exactions qui sont perpétrées contre les populations civiles dans la région de Lubero. Les représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a évoqué la question de la réhabilitation dans les rangs des FARDC du général-major Gabriel Amissi. Selon Scott Campbell, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte à l'encontre du chef d'état-major de l'armée des terres. Il y a eu bel et bien une commission d'enquête administrative qui a blanchi et réhabilité les rangs de général, et ça sans problème. Il n'y a pas eu, comme je l'ai bien dit à notre connaissance, une enquête judiciaire, de nature judiciaire, pour enquêter sur les allégations contre le même général. En ce qui concerne l'arrestation du secrétaire général de l'UNC, Scott Campbell remet les différentes parties à leur responsabilité. Pour le cas précis, je pense qu'il faut bien étudier les propos précis de l'honorable Ewanga et voir exactement si ce qu'il aurait dit constitue une infraction ou pas. Et sans oublier aussi le contexte dans lequel ces propos auraient été dits. La manifestation à la place Sainte-Thérèse, d'après nous, était une manifestation pacifique avec un encadrement de la police nationale congolaise aussi exemplaire. C'était une très bonne performance de la police nationale et des organisateurs. C'était une manifestation pacifique. Alors, il faut, à notre avis, se poser la question, est-ce que l'arrestation et l'utilisation de la procédure de flagrance est-elle appropriée, étant donné ce contexte? À titre de rappel, le Conseil de sécurité, dans sa nouvelle résolution 2147, a autorisé la MONUSCO à prêter des bons offices au gouvernement en vue de promouvoir le droit de l'homme et la lutte contre l'impunité. À propos de Jean-Bertrand Ewanga, il y a ces communiqués officiels qui nous viennent de nous parvenir de l'Assemblée nationale qui dit ceci, qu'en date du 5 août 2014, l'Assemblée nationale a été formellement saisie des poursuites initiées le même jour à charge de l'honorable député national Ewanga, Jean-Bertrand, pour offense envers le chef de l'État et discrimination raciale ou tribale suivant un acte du procureur général de la République l'ayant immédiatement déféré devant la Cour suprême de justice en procédure de flagrance, autrement dit par déduction sans lever préalable des immunités parlementaires consacrées par la Constitution et les lois de la République ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'en réaction prompte au message de l'officier du ministère public, le bureau de l'Assemblée nationale a tenu à rappeler que l'accusé est un député national et qu'à ce titre, il devrait bénéficier, en sus d'un procès équitable, de tout le droit, privilège des poursuites et des juridictions dus à son rang, les faits fussent-ils flagrants
ou réputée-t-elle? Les communiqués poursuivent qu'à l'issue de la première audience publique de la haute cour, l'honorable député Iwanga a été, en vertu des 10 privilèges de poursuite, assigné à résidence surveillée en attendant le règlement par les juges constitutionnels d'une question préjudicielle soulevée par les collectifs de ses avocats, que le bureau de l'Assemblée nationale entend s'impliquer à fond pour que le droit de la défense et l'honorabilité du député national poursuivi soient sauvegardés, que le surnommé reste à ce jour député national à part entière. C'est signé par les directeurs des cabinets du président de l'Assemblée nationale. Nous allons à présent vous proposer de suivre un autre sujet en rapport justement avec la mise en résidence surveillée de Jean-Bertrand Iwanga. La majorité présidentielle, par le truchement de son communicateur, pense que l'arrestation du député national et secrétaire général de l'Union pour la Nation, Jean-Bertrand Iwanga, est un non-événement. Pour India Omari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est une leçon de démocratie à l'endroit de l'opposition. Je considère que non, ce n'est pas un événement. Donc, c'est aussi une leçon de la démocratie. En cas de flagrance, s'il s'agit d'une flagrance, on ne peut même pas. Vous imaginez un député qui va taper quelqu'un en public. Et la police va se saisir de l'affaire, la justice va se saisir de l'affaire. Donc, il y a des exceptions. La loi est claire en matière de flagrance. Donc, même un ministre, quand un ministre, même s'il jouit, un député jouit des immunités aussi civiles et pénales, mais quand il est en flagrant délit, je crois que non, il doit être devant une autorité judiciaire pour être entendu. Donc, écoutez, M. Iwanga n'a pas commis, il a commis son forfait en public. Le rappel à l'ordre serait la principale conséquence que pourrait entraîner l'arrestation ou mieux la poursuite judiciaire du député de l'opposition. Beaucoup de gens, que ce soit au niveau de la majorité et de l'opposition, vont maintenant avoir peur de passer à la télévision pour proférer des injures. C'est ça la première conséquence. On fait seulement rappel à l'ordre. Libre penseur et défenseur des droits de l'homme, Maître Richard Bondo soutient que la poursuite judiciaire de l'élu de l'UNC ne se justifie pas. Qui a porté plainte contre l'honorable Rwanda? Et qui a autorisé les poursuites contre Iwanga? Parce que la flagrance n'y est pas. Est-ce que c'est ça la flagrance? En français, la flagrance, c'est cela. Est-ce qu'on l'a arrêté pendant le meeting? Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté pendant le meeting? C'est ça la flagrance. Oui, immédiatement là, juste au sortir de la place Sainte-Thérèse, on le prend. C'est lui qui l'a arrêté là. Avait-il l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale? Le meeting s'est terminé, prenons 14 heures. Quand est-ce que le PGR a demandé au bureau de l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre Iwanga? Pour cimenter la démocratie, a-t-il poursuivi, l'opposition doit constituer un contrepoids au pouvoir. Affaire à suivre. Là, vous avez suivi ce que l'arrestation de Bertrand Iwanga a suscité comme réaction dans le microcosme politique congolais. À propos, Bertrand Iwanga est député, vous le savez. Qu'est-ce que dit la loi sur la levée des immunités des députés? C'est un commentaire que vous propose Laïne Bofandombungu. Jean-Bertrand Iwanga, député national et secrétaire général de l'Union pour la Nation, est poursuivi pour ce qu'on a qualifié d'outrage au chef de l'État. Son procès en flagrance a débuté ce mardi 5 août 2014, quelques heures après son arrestation, sans que ses immunités ne soient levées. En effet, les immunités telles que prévoit l'article 107 de la Constitution sont encadrées et limitées.
Les immunités parlementaires ne consacrent pas l'impunité car elles ont pour but de permettre aux parlementaires de travailler dans de bonnes conditions sans être inquiétés. Au cours d'un débat parlementaire en plénière ou en commission, conformément à l'article 107, un député demande la parole pour donner son opinion. On ne peut pas le poursuivre en justice. Mais en dehors de ce cadre, un député qui enfreint la loi peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrance. La loi poursuit en disant que la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. Et cette suspension, poursuit l'article 107, ne peut excéder la durée de la session en cours. Voilà, Jean-Bertrand Iwanga a été assigné en résidence surveillée justement hier tard dans la soirée par la Cour suprême de justice. Patrick Borel-Mukendi était là et vous restitue cet événement. C'est après 6 heures d'échange entre les avocats du ministère public et de l'opposition que les juges ont rendu le verdict concernant l'interpellation du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, Jean-Bertrand Iwanga, qui désormais sera en résidence surveillée. Une décision qui a provoqué des protestations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment de la Cour suprême de justice entre les agents de la police et les membres de l'opposition. Présentement, le dossier est déféré devant la Cour constitutionnelle qui va envoyer des assignations d'incitation et c'est lorsque la Cour constitutionnelle aura vidé ces cas que le dossier sera éventuellement repris, dixit les avocats. Lors du meeting de l'opposition lundi à Kinshasa, les uns et les autres se sont convenus pour reconnaître le travail exemplaire fait par la police. Justement, la police nationale congolaise est en train d'être formée pour pouvoir faire face aux manifestations de cette nature sans recourir aux armes létales. Nous vous proposons de suivre ces grands formats réalisés par votre rédaction avec la LENI qui est parmi les branches de la police, qui est l'une des plus spécialisées pour cela. Suivez plutôt. Je pense qu'il y a un petit souci. Nous allons répartir à la régie si elle est prête pour reprendre la diffusion de ces grands formats sur la police. D'un exercice final de recyclage des éléments du 11e bataillon par des officiers de la gendarmerie française sur le rétablissement de l'ordre public et l'intervention sans armes létales. Aussi, les policiers sont-ils dotés de l'équipement réglementaire, casques, protège-épaules et jambières qui leur donnent une allure martiale. Sans oublier le précieux bouclier et le lance-grenade Cougar, arme non létale des 3e degré, ou les flashballs, ce dernier est aussi classé arme non létale. Parce que le gendarme agit comme il s'entraîne et qu'il doit s'entraîner comme il agit, l'exercice de ce vendredi ressemble à la réalité. Une réalité tirée d'un scénario dans un bureau électoral quelque part en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que la République se prépare à organiser des élections au niveau local, au niveau municipal, dans les prochains jours. Raison pour laquelle l'unité qui est chargée de gérer toutes ces opérations électorales doit être entraînée en amont. Un début de troubles dans ce bureau de vote. La police est appelée à la rescousse. Les forces de l'ordre se scindent en éléments de pénétration et d'accompagnement qui évacuent les manifestants de la salle. Les manifestants ne sont pas encore hostiles. Voilà pourquoi les policiers porteurs de boucliers sont en deuxième ligne. Mais la situation peut se dégrader à tout instant. Par vagues de refoulement et grâce à leur tonfa, ces bâtons qui ressemblent aux matraques, les policiers font évacuer les locaux de la Commission électorale nationale indépendante. La foule s'énerve. Exécutons l'ordre de la hiérarchie.
Voilà, nous y reviendrons demain jusqu'à la fin de ces documentaires qu'a préparé pour vous votre rédaction sur la formation de la police nationale congolaise dans la gestion de la foule. Changement de registre, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a accordé une série d'audiences à l'évêque, notamment à l'évêque de Kingé, avec lesquels il a discuté sur la question du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Ensuite, le Premier ministre s'est entretenu avec le représentant résident de la Banque mondiale à Kinshasa et les directeurs pays de la DFID ce mercredi à la primature à la Gombe. Commentaire Anne-Marie Oussite. La question du partenariat entre la République démocratique du Congo et la DFID a été au cœur de l'audience accordée par le chef du gouvernement Augustin Matata Adjoa Ucheo, directeur pays DFID. C'est ce qui nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de programmes très importants dans le secteur du développement, notamment l'assainissement, la police et l'eau, et d'autres secteurs. La problématique du barrage d'Inga 3 et les parcs agro-industriels ont fait l'objet d'échanges entre le Premier ministre et le représentant résident de la Banque mondiale. Cette rencontre a été une rencontre de suivi, un peu, pour faire le point depuis que le vice-président est parti. Comment est-ce que nous avons pu avancer sur les grandes décisions qui ont été retenues aux deux niveaux, aussi bien au niveau du Premier ministre qu'au niveau de la vice-présidence Afrique. Nous avions également tout l'ensemble du portefeuille qu'on avait avec la République démocratique du Congo, qui était quand même un portefeuille assez varié, un ensemble de 3,5 milliards. Donc ce sont sur l'ensemble de ces points-là que nous avons essayé de faire, de voir comment nous avons avancé, parce que les préoccupations sont urgentes. La province du Bandundu a été choisie pour sa vocation agricole. Cette initiative a été saluée par l'évêque de Kingé. Ça, c'est certainement une très bonne chose parce que nous vivons de l'agriculture. Et si on peut avoir la possibilité d'intensifier ces secteurs-là, ce ne sera que pour le bien de notre population. La province du Bandundu est une province agricole, a fait savoir Monseigneur Modiso. Voilà pourquoi il a émis le vœu d'intensifier les secteurs agricoles dans cette province. Les régies financières se sont retrouvées, comme d'habitude, tous les mercredis au ministère des Finances. Cette réunion a été présidée par le vice-ministre des Finances. Constat, les recettes publiques sont en nette progression. Anne-Marie Oussite, Patricia Basson. La première réunion du mois d'août de la Troïka financière s'est tenue ce mercredi 6 août 2014. Les experts de régie financière ont fait l'évaluation des recettes du mois de juillet. Nous avons noté avec satisfaction que les recettes se comportent de façon très bien. La DGDA a réalisé 161 milliards contre 155 prévus. Et il y a une mention spéciale en ce qui concerne la province du Nord Kivu, qui monte en puissance dans la mobilisation des recettes. Si les nouvelles sont bonnes à la DGDA et à la DGRAD, la DGI par contre devrait revoir un peu à la baisse ses ambitions. Et il y a encore des recettes qui sont dans les pipes, donc elle pourra terminer le mois avec un montant de 216 milliards contre les prévisions de 233 milliards. Les sociétés pétrole et production aussi ont contribué avec 21 milliards. Sur les 24 milliards attendus. Globalement, a souligné le vice-ministre de Finances Roger Chilungu, les recettes ont atteint 90% de prévision pour le mois de juillet. Revenons à la politique pour vous parler cette fois-ci de la révision constitutionnelle. Objectif 2011, une plateforme qui avait accompagné l'élection du président Kabila en 2011 a donné de la voix sur la révision constitutionnelle que cette plateforme soutient totalement. Pour quelles raisons? Vous allez le suivre dans ce duplex de notre correspondante à Lubumbashi, Claudicia Caneza, et jointe au téléphone par Sylvain Kapombo.
Au total, 52 articles de la Constitution promulgués le 18 février 2006 doivent être analysés. Il s'agit entre autres des articles ci-dessous. L'article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 37, 43, 44, 90 et 101 confrontés à l'article 37. L'article 128, 123, 139, 140 faisant référence aux articles 136 et 137. L'article 149, 152, 153, 169, 175, 181, 185, 189, 196, 198, 208, 209, 210, 216, 226. Ainsi, la conférence constitutionnelle souveraine aura pour mission, entre autres, 1. C'est d'analyser un à un les articles de notre Constitution pour en déceler les problèmes et proposer des solutions adéquates. 2. Confronter les articles de notre actuelle Constitution les uns vis-à-vis des autres pour élever les contradictions, les incohérences, les ambiguïtés, les irréalismes et apporter le cas échéant des innovations répondant aux exigences modernes et développement. 3. Couler toutes les propositions sous forme de pétitions ou de projets de constitution tels que prévus aux articles 27 et 218 de notre actuelle loi fondamentale. 4. Soumettre cette pétition au sujet des constitutions au référendum populaire. 5. D'assurer le suivi du processus des révisions constitutionnelles aussi bien près de la population qu'auprès des deux chambres du Parlement. Puis s'en est suivi le jeu de questions-réponses auquel Dieudonné Kishi a répondu à la satisfaction des professionnels de médias. Depuis Lubumbashi, Claudicia Caneza, Antena. De son côté, l'Église du Christ au Congo, qui était aujourd'hui en synode national, le 16e exactement, au lycée Dr Chaumba à Kinshasa, à Nagombe, a abordé notamment les diverses questions politiques, économiques, sociales et culturelles et a clairement soutenu la Commission électorale nationale indépendante. C'est un reportage de Eric Izami et Duzen Belebele. La 16e session du synode national de l'Église du Christ au Congo va également plancher sur les questions brûlantes de l'heure en RDC. Au volet politique, la constitution du pays sera évoquée. Je vous rappelle qu'au moment de la concertation, on en a beaucoup parlé. On a dit non, il faut modifier certains articles. Ainsi, on aura une constitution, disons, révisée. Mais je crois qu'il faut aller. Parfois, on parle, n'est-ce pas, de certains articles qui sont bloqués, on ne peut pas toucher. Mais là, nous sommes en train de museler la population, qui est le souverain primaire. C'est un débat. Le débat est ouvert. Aussi, le processus électoral sera scruté par les participants. D'abord, on voulait, dans ce cas-là, le banc. Le côté religieux ne sera naturellement pas occulté, car ces hommes de Dieu veulent modifier la constitution de l'Église du Christ au Congo. Quelles que soient les bonnes choses que nous pouvons faire, ce n'est pas tout à fait parfait. On peut toujours modifier les choses. Donc on ne peut pas bloquer la population à cause de telle autre opinion. Je crois qu'il faut quand même une certaine largesse d'esprit. Par-dessus tout, l'Église du Christ au Congo envisage aussi plancher sur un thème nécessaire. L'Église face aux défis économiques et la pauvreté. Nous allons présent lire à la presse parue ce mercredi à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Domomat. Bienvenue à cette revue de presse. L'UNC Ewanga en résidence surveillée. Voilà une des retombées du meeting de l'opposition en Djili, annonce Forum des As. Arrêté dans la matinée du mardi 5 août à son domicile, le secrétaire général du parti Cher Avital Kamere a été conduit à la haute cour où il a été jugé pour flagrance. En lieu et place d'une détention préventive requise par les ministères publics, la cour l'a plutôt placé en résidence surveillée. Selon le procureur général de la République, cité par le ministre Richard Mouyej de l'Intérieur, rapporte La Prospérité, Bertrand Ewanga est poursuivi pour avoir offensé le président de la République. Le ministre de l'Intérieur estime que Ewanga aurait abusé de sa liberté d'expression et serait allé un peu loin avec ses propos. Conclusion faite après analyse des discours des 12 orateurs de la place Sainte-Thérèse. Kamere, depuis Washington, promet une fois de retour au pays
des actions musclées. Information reprise par l'Objectif. Accusé d'outrage au chef de l'État, Ewanga risque 3 à 5 ans de prison, souligne le guide. Plus de 20 partis politiques de l'opposition étaient par conséquent hier à la Cour suprême de justice, écrit le journal, pour demander la libération immédiate d'Ewanga. Entre-temps, le procureur de la République a écrit au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, pour demander la levée de l'immunité parlementaire du secrétaire général de l'UNC. Dans un autre registre, Géopolice Hebdo révèle qu'en marge du sommet USA-Afrique à Washington, une rencontre politique de haut niveau a eu lieu dans la capitale politique américaine sous le label d'ENED, la Fondation pour la démocratie, entre la délégation de la majorité présidentielle, constituée d'Evariste Bochab, Mende et Chadari, et celle de l'opposition conduite par Vital Kamerhe, Thomas Louaka et Fayoulou. Début d'un dialogue inclusif peut-être comme l'auraient souhaité les opposants à la place Sainte-Thérèse Angeli lors de leur meeting. Terminons cette revue avec la référence plus qui s'intéresse à l'enseignement. Le gouvernement vient en effet d'annoncer une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de francs congolais. L'annonce a été faite hier par les vice-ministres au budget au cours de la réunion d'échange entre les syndicats et les autorités de l'EPSP. C'est tout pour ce soir. Merci et à demain. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à Bukavu, au sud de Kivu, par Vision Chala TV. Bonsoir à tous.